La santé de nos dents, on y voit régulièrement. Des visites chez le dentiste 2 fois par année et une bonne hygiène buccale. Mais en dépit de tous nos efforts, de sérieux problèmes peuvent tout de même survenir. L'un des plus fréquents est le déchaussement d'une dent, c'est-à-dire le détachement progressif d'une dent de la gencive. Le traitement classique consiste à intervenir chirurgicalement. Mais ce soir, nous allons vous parler d'une autre approche, celle qui vise à s'attaquer à la source même de cette maladie, les micro-organismes dont l'identité ne fait pas l'unanimité. Un écosystème. Des êtres vivants dépendent les uns des autres et partagent le même univers. En voici un autre. Celui-ci est microscopique. Il est formé de millions de bactéries de toutes sortes, d'amibes, de champignons et même de virus. Cet écosystème, c'est celui d'une bouche. La mienne, la vôtre. Notre flore buccale à tous. Dans cette valse à 1000 temps, il y a les bons et parfois les méchants. Voici ce qu'en pense un expert. La flore normale est très importante, puisque si ces micro-organismes-là, qu'on pourrait calculer de bénéfiques, sont éliminés de notre cavité buccale, le problème qui va se poser, c'est qu'on va avoir des bactéries, en fait, de l'environnement, qui vont aller s'installer dans la cavité buccale et certaines bactéries possiblement pathogènes vont pouvoir coloniser la surface de la dent, le sillon gingival, et ces bactéries-là vont pouvoir en fait causer des infections. Daniel Grenier est microbiologiste au GREB, le groupe de recherche en écologie buccale de l'Université Laval. Sa passion, les bactéries de notre bouche. Selon lui, même notre flore buccale contient des mauvaises bactéries qui causent des maladies buccales. Ces bactéries prennent le dessus lorsque l'équilibre de notre flore buccale est rompu. Les raisons de ce déséquilibre, une mauvaise hygiène buccale, une déficience du système immunitaire ou, par exemple, lorsqu'on prend des antibiotiques qui vont aussi s'attaquer aux bonnes bactéries de notre flore buccale. Lorsque c'est le cas, les maladies parodontales, celles de la gencive, apparaissent. Elles sont très répandues. Elles affectent 60% de la population. La dent est la proie de choix pour les mauvaises bactéries. Il y a celles qui causent les caries, mais il y en a d'autres, plus nombreuses, qui s'attaquent à la gencive. Elles forment d'abord une plaque sur la dent. Ensuite, ces bactéries s'attaquent à la gencive et causent des rougeurs et de l'inflammation. C'est la gingivite. Si l'on n'intervient pas, la situation risque de se dégénérer. Alors, des bactéries qui vivent sans oxygène vont s'installer sous la gencive et former une poche d'infection. Résultat, les bactéries s'attaquent à la fois à la dent, à l'os et à la gencive. La dent va graduellement se déchausser. C'est la parodontite. Trouver le coupable n'est pas une mince affaire. On commence par prélever un échantillon de plaques dentaires que l'on mélange à une goutte d'eau. C'est extrêmement difficile, moi, si on me demande d'essayer d'identifier des bactéries pathogènes à partir d'un examen d'échantillon de plaques dentaires. Je suis absolument incapable. Les bactéries se ressemblent toutes. Pour trouver le responsable, il faut avoir recours à des tests biochimiques pour identifier son code génétique. Dans tous les cas de parodontite, on retrouve plusieurs bactéries. Une en particulier, la Porphyromonase gingivalis, libère des substances qui causent la maladie. C'est du moins l'explication des chercheurs. Alors, il va nous rester à faire l'examen au microscope. Un clinicien, le dentiste Marc Bonner, ne partage pas cet avis. Il ne croit pas que cette bactérie soit la cause des parodontites. Lorsqu'une patiente comme Rosa Gallego se présente avec une inflammation de la gencive, le docteur Bonner commence lui aussi par prélever un échantillon de sa plaque dentaire.
Ce que le docteur Bonner cherche et trouve à tout coup, ce ne sont pas les bactéries, mais bien un parasite, une amibe, l'Entamoeba gingivalis. Cette amibe est en fait un gros parasite. Selon le docteur Bonner, il ne fait aucun doute que c'est cette amibe et non pas les bactéries qui causent la parodontite. Les parasites sont toujours le dénominateur commun, c'est toujours présent. Et le problème que j'ai de mon côté, c'est qu'aussitôt que je me débarrasse des parasites, je n'ai plus de maladie péridentaire. Dans tous les cas, il n'y a pas d'exception. Le docteur Bonner s'inspire des travaux du dentiste Trevor Lyons d'Ottawa. Depuis 20 ans, ce clinicien prétend qu'en éliminant l'amibe Entamoeba gingivalis, on guérit le patient de sa parodontite. Pour y arriver, un traitement progressif. D'abord, le patient se brosse les dents avec une solution de peroxyde d'hydrogène. Ensuite, il dépose sur ses gencives une poudre à base de bicarbonate de soude, la poudre de Thorens. Quand le patient a habituellement fait ça pendant 1 mois, il se rend compte qu'il y a déjà quand même beaucoup moins de saignements, alors il y a une meilleure haleine, etc. Et ensuite, on passe à la deuxième phase du traitement, qui, elle, va demander des médicaments un peu plus sophistiqués ou élaborés. On poursuit avec une crème antibiotique appliquée directement sur la gencive atteinte de parodontite. Si cette étape n'est pas concluante, le dentiste prescrira alors un traitement conventionnel aux antibiotiques. Après quelques mois de traitement, la gencive de Rosa Gallego, comme pour la majorité des patients traités par le docteur Bonner, a retrouvé la santé. Le traitement fonctionne. Donc, qui croire? Ce dentiste qui prétend que le coupable est cette amibe, ce parasite, ou les microbiologistes qui pointent du doigt les bactéries? C'est difficile d'y répondre, puisque le traitement aux antibiotiques s'attaque à la fois aux bactéries et aux amibes. Les deux sont éliminés. Lorsqu'on regarde les proportions que cette amibe-là peut représenter dans une poche parodontale, on va parler de quantités infimes, alors que de l'autre côté, on a des bactéries qui possèdent des facteurs de virulence qui ont été en fait associés, parce qu'on les retrouve principalement dans tous les cas de parodontite. C'est absolument faux et c'est contestable à tout moment par une pratique très simple. On va aller ici sous la langue. Cette pratique du docteur Bonner consiste à utiliser de la salive pour examiner l'échantillon de plaques. Tandis que les microbiologistes du grèbe, eux, prennent de l'eau, ce qui aurait pour effet d'éliminer les amibes. Pour le docteur Bonner, l'objectif du traitement est d'éviter une greffe de gencive et ultimement la perte de la dent que l'on remplace aujourd'hui par des implants. Son approche médicale a l'avantage de réduire les coûts de chirurgie. Mais elle a le désavantage d'utiliser des antibiotiques qui peuvent, à long terme, rendre la flore buccale résistante. De plus, la littérature scientifique actuelle ne permet pas de conclure que l'amibe cause la parodontite. Mais comment pouvez-vous prouver que ces parasites-là causent les dégâts qu'ils causent tant à la gencive qu'à la dent? Au niveau biochimique, est-ce qu'on sait exactement les mécanismes? Est-ce qu'on sait que c'est vraiment ça? Ça, c'est quelque chose que je laisse aux chercheurs. C'est quelque chose que je laisse aux universitaires. Ils ne font aucune recherche à ce niveau-là. Ils sont toujours au niveau des bactéries. Dans le meilleur des mondes, il faudrait un antibiotique qui s'attaque uniquement à la bactérie coupable. Pour l'instant, le docteur Daniel Grenier détient des brevets pour quelques molécules qui inhibent l'action de la bactérie. Mais il est encore loin d'avoir obtenu un médicament. Le débat autour des causes de la parodontite démontre que la recherche médicale et la dentisterie ont encore du chemin à parcourir avant de se rejoindre. Pendant ce temps, la valse à 1000 temps valse de plus belle. Et la science, elle, commence à peine à explorer l'univers complexe de notre flore buccale. Bonjour, je suis le docteur Marc Bonner. Afin de donner une meilleure perspective à ce phénomène des maladies de la gencive,
Voici des images prises au microscope à contraste de phase à l'aide d'une magnification de 1000 fois de quelques cas qui sont pertinents. Examinons en premier lieu la plaque dentaire du sillon gingival d'un enfant de 12 ans en bonne santé. Remarquez le peu d'activité, la présence de simples bactéries, des cellules épithéliales, des petites bactéries cocoïdes très fines, encore des cellules épithéliales, de grands filaments immobiles, Voici maintenant ce qu'on retrouve en général chez un adulte dont la gencive ne présente ni saignement, ni détérioration de sa gencive. Remarquez aussi la présence de bactéries en forme de coque, de bâtonnet ou de filaments, en général peu mobiles. On note à l'occasion aussi la présence de cellules épithéliales avec leur noyau et l'absence de cellules blanches qui accompagnent le processus inflammatoire. Des grands filaments avec des cocoïdes, quelques bactéries fusiformes, des cellules épithéliales, bref, peu d'activité et l'absence de globules blancs. Attardons-nous maintenant à un patient atteint de maladie parodontale chronique de l'adulte. Cliniquement, la rougeur de la gencive est généralisée. Il y a perte de l'attachement gingival avec des crevasses de 5 à 6 mm. Notez les bactéries mobiles, les spirochètes qui sont présents, les vibrios, et surtout notez la prolifération des neutrophiles polymorphonucléaires, ces cellules blanches de l'infection, avec les petits granules qui dansent à l'intérieur des cellules. Cela dénote le signe de l'infection. Aussi la présence de l'amibe, Entamoeba gingivalis, ce parasite qui est présent dans la grande majorité de tous les types d'infections parodontales. N'y a-t-il pas là une présence suspecte ou pour le moins inquiétante? Surtout que d'autres parasites de la même famille provoquent des maladies comme l'amibiase intestinale, qui, elle, est traitée avec succès par nos confrères médecins par antibiothérapie de courte durée. Lorsque nous avançons dans la détérioration et l'importance de la maladie parodontale, on retrouve des cas plus agressifs, tels que la parodontite à progression rapide, dont voici un exemple frappant. Toujours en utilisant la salive du patient comme médium et en prélevant un échantillon dans la région affectée, on retrouve circulant au fond de la crevasse des quantités faramineuses de neutrophiles et surtout des parasites tels que l'amibe Entamoeba gingivalis. Elle se glisse entre les cellules épithéliales. Regardez la capacité qu'ont les pseudopodes d'aller se glisser entre chacune des cellules. J'ai plutôt tendance à parler ici d'infestation ou de nid de parasites.
Ce sont tous des parasites ainsi que des neutrophiles. Comment peut-on accepter cette situation sans réagir et reconnaître une certaine pathogénicité à l'amibe? Il me serait impensable d'accepter ceci dans ma propre bouche, et qui plus est, si je suis atteint d'une maladie de la gencive. Les facteurs en faveur de la pathogénicité sont évidents. Présence majoritaire des parasites dans toutes les formes de maladies de la gencive, absence des mêmes parasites dans la santé, les parasites phagocytent et se nourrissent des globules blancs de notre système immunitaire. Ils ont la capacité de se déplacer, d'adhérer, de mobiliser les leucocytes. Remarquez le nombre. Voici maintenant la situation d'une patiente, enceinte, affectée par une gingivite de grossesse. Remarquez la présence importante de l'amibe et des neutrophiles. Regardez surtout la capacité qu'ont ces parasites à se nourrir des noyaux des neutrophiles qui devraient pourtant nous défendre contre ces agressions. La situation semble plutôt s'inverser en notre défaveur. Je vous laisse observer. Littéralement, le noyau du neutrophile sera ingéré par l'amibe. Pour former à l'intérieur de l'amibe cette masse légèrement opaque, que plusieurs chercheurs au niveau d'Entamoeba histolytica pensent qu'il s'agit d'un globule rouge. En fait, c'est le noyau d'un globule blanc qui a été suctionné. Alors, lorsqu'on observe un globule blanc avec ses granules qui n'a plus de noyau, on comprend qu'il y a eu le passage de l'amibe. L'amibe, on la reconnaît facilement avec son petit noyau concentrique. On voit les spirochètes qui sont toujours présents. Les neutrophiles et l'amibe. Ceci est très différent de ce que nous observions au début lorsque nous parlions de santé gingivale chez l'enfant et chez l'adulte. Ici, le noyau est pratiquement engouffré dans le parasite. Il s'agit d'un processus qui dure quelques minutes à peine.
Et là, l'amibe va recommencer son action dans une autre direction pour laisser un neutrophile complètement évidé. Même dans les cas de parodontite juvénile, comme chez cet enfant de 7 ans, on observe la prolifération des parasites. Remarquez la présence des neutrophiles, l'activité, la motilité. On voit une amibe plus petite, peut-être une forme végétative minutant, peut-être Entamoeba histolytica plutôt que gingivalis. Qui va répondre à la question? Toujours des spirochètes. Même chez les jeunes enfants atteints de parodontite, on voit la présence des amibes. C'est un tableau très différent. Beaucoup d'activités, neutrophiles. Certaines situations peuvent être très différentes, comme celle de ce patient avec une excellente hygiène buccale. Celui-ci se présente avec des dents très mobiles, avec des poches de 9 et 10 mm, une parodontite avancée. On y voit des trichomonases très actifs au site de l'infection. En voici 3 avec les spirochètes, un leucocyte, regardez l'activité. On observe les flagelles qui les agitent. Leur présence est éloquente, surtout lorsqu'on considère dans la même famille les trichomonases vaginalis, qui sont aussi traités par nos confrères médecins par antibiothérapie, en ayant soin de traiter aussi le conjoint afin d'éviter la contamination. Qu'en est-il de la dentisterie? Allons-nous laisser cette situation sans réagir? Ce patient a une excellente hygiène buccale. À notre avis, les soins d'hygiène conventionnels ne sont pas suffisants pour nous débarrasser de ce parasite. Remarquez l'activité et les trichomonases.
Remarquez les flagelles. En dernier lieu, voici, suite à une thérapie typique à l'aide de désinfectants locaux et d'antibiotiques, l'aspect avant et après de la flore de la crevasse gingivale. Durant la maladie, on note l'énorme activité, la présence des amibes, la présence des neutrophiles, voici l'aspect de la maladie parodontale. On remarque les amibes avec les noyaux de globules blancs qui ont été ingérés. Les neutrophiles avec les granules qui dansent à l'intérieur. Bien sûr, quelques bactéries. Mais remarquez la proportion des neutrophiles, la proportion de l'infection et des parasites. Remarquez l'activité lors de la maladie. Alors, c'est la situation qu'on retrouve avant les traitements. Une fois traité, nous allons retrouver une flore se rapprochant de celle de l'enfant en santé avec l'absence des parasites. Toujours avant. Voici le même patient une fois traité. Vous allez remarquer l'absence des neutrophiles, l'absence des bactéries trémotiles et surtout la disparition des parasites. Cette flore, selon notre expérience clinique, devra être maintenue de façon permanente afin de restaurer la condition gingivale. Et après une période de convalescence de quelques mois à 2 ans, on pourra constater une importante guérison. Perte des saignements, réattachement de la gencive dans la mesure où le tartre a été enlevé. Il restera à éviter les facteurs de réinfection.
Depuis près d'un siècle, on clame qu'il s'agit là d'une infection opportuniste et anodine. Je crois plutôt qu'il faut parler de parasitisme. À preuve du contraire, la maladie parodontale, à notre avis, doit être considérée en premier lieu comme une maladie parasitaire, avec des critères épidémiologiques et infectieux comparables à l'amibiose intestinale ou à la trichomoniase génitale, et traitée avec des méthodes semblables reconnues en médecine traditionnelle. Merci.